Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine de trip à 5. Hey, ça, là, c'est quelque chose. Aujourd'hui, là, on va se retrouver avec Pascal qui vient de l'Europe, à Nice, France, je ne sais pas trop où exact, quand tu es dans l'ouest de la France, je pense. Il va y avoir Laure, elle vient dans le bout de, en tout cas, je ne saurais pas les places, on va toutes les mélanger sans ça. Il va y avoir Brigitte Gagné, il va y avoir Maxime Trudel. Alors, c'est une rencontre dynamique qu'on va faire ensemble et c'était parce que je tourne avant, moi, tu sais, je triche un peu, tu sais. Fait que ça a été, c'est spécial, là, tout ça. On a parlé de bien des choses, mais en même temps, j'ai un message que je veux parler parce que j'ai écouté ça récemment et c'est frais dans ma mémoire. Moi, je vous invite, ceux qui n'ont pas eu la chance, allez voir voyons, le documentaire Living Proof. C'est sur Prime Video. Souvent, vous pouvez l'avoir gratuit pour un temps de 2 mois, 3 mois, peu importe. Et puis, allez l'écouter. C'est en anglais, mais pas de problème. Vous pouvez l'écouter avec les sous-titres. C'est bon. Et aussi, le documentaire de Selma Blair aussi que je vous invite à aller voir. Bref, c'est pas juste ça que je veux faire vous dire. C'est que là, je vais vous dire, c'est qu'on va se parler d'en face à l'Europe contre le Québec. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. Leur bon côté, les mauvais côtés, nous autres avec, on en a. Fait que c'est sur ça qu'on s'en va. Alors, bon podcast à tous. On s'en va avec nos invités. Alors, bienvenue. J'ai mes invités qui sont là avec moi aujourd'hui pour notre fameux trip à 5. Pas ce que vous pensiez tout le monde, mais vraiment un trip où on va parler de l'Europe et du Québec. On va essayer de faire des petites comparaisons entre nous deux, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le meilleur, qui est meilleur dans ci, dans ça, whatever, on va le voir. Alors, je laisse mes invités se présenter. J'ai donné un ordre, j'espère qu'ils ne se mélangeront pas. Alors, je pense que la première, c'est la Madame d'Europe. Vas-y. Madame. Bon, vous êtes Madame? Laure Laviva, sur le net en tout cas. Ouais. Mais c'est vraiment mon prénom, Laure. Ouais. Ça fait déjà depuis 2011 que je suis sur le net. Et ça fait déjà presque 2 ans que j'ai fondé le groupe Vivre avec la CEP, avec intervenants, malades et familles. Voilà. Suivante. Alors, je me présente, Brigitte Gagné. Je viens de Laval, dans la région nord de Montréal. J'ai la sclérose en plaques depuis 2011. Là, il y a eu du tatouinage de 2008 à 2011 là, pour le diagnostic. Mais je vis avec ma sclérose en plaques. Mes symptômes les plus dérangeants pour moi, c'est la douleur chronique et la fatigue. Mais je suis quand même bien. Puis aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous. Prochain monsieur de l'Europe. Alors, Pascal Kasmirzak, j'ai 58 ans. Je suis diagnostiqué depuis 2012, sclérose en plaques. Voilà, j'ai quelques problèmes de périmètre de marche, quelques problèmes urinaires aussi. Voilà, le truc classique de la sclérose en plaques. J'interviens pas mal sur des groupes différents sur la sclérose en plaques et j'ai un groupe qui s'appelle Sclérose en plaques l'essentiel qui permet de regrouper toutes les informations importantes autour des événements et des informations sclérose en plaques. Voilà. Et notre dernier invité, qui est bien, on va le dire parce qu'il n'était pas invité, mais je l'ai invité à la dernière minute parce que quelqu'un d'autre s'est abandonné en chemin, mais c'est un super gars. Alors, vas-y, Maxime. Bien le bonjour, je m'appelle Maxime Trudel, résident de la Mauricie. J'ai reçu mon diagnostic en 2015 qui est un petit peu modifié à travers le temps. L'arrivée du fauteuil roulant en 2018, l'arrivée du fauteuil motorisé en 2021. Ça progresse. J'essaie de m'impliquer le plus que je peux dans divers événements pour venir en aide à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Alors, bienvenue. Alors, on va partir ça. C'est moi qui ai question, fait que c'est moi qui ai le gros bout du bat. Ouais. C'est moi qui ai le gros bout du bat dans les mains. Il y avait des questions. Bon, on va commencer avec une des premières. Moi, c'est la mienne, tu sais, parce que c'est plus facile. Fait que je pars avec la première question. Je vais la poser
on va vous demander soit de lever la main ou quelque chose, en tout cas, pour pas que j'aille de millimélo. Mais je voulais savoir, en France, en Europe, est-ce que les gouvernements paient pour des véhicules adaptés à vous autres, les personnes handicapées? Est-ce qu'on a le droit d'avoir, c'est une adaptation complète, exemple? Alors, je vais répondre, hein, tout simplement. Nous avons un système de sécurité sociale qui est général, hein, et qui aide, en fin de compte, avec une subvention possible pour les équipements de fauteuils électriques, des fauteuils manuels, voilà, de différentes solutions. On n'a pas le même système qu'au Canada de mutuelle ou d'assurance. Ce système-là ne rentre pas pour la sclérose en plaques. Nous, c'est notre système de santé de la sécurité sociale. Mais est-ce qu'ils payent pour les véhicules dehors? Là, je ne parle pas des chaises roulantes. Moi, je parle d'un char, un camion. Il y a des adaptations qui peuvent être faites sur une voiture, par exemple, et qui est subventionnée par un organisme qui s'appelle la MDPH, c'est la Maison des handicapés, qui s'occupe de tout ça, qui donne une subvention en fonction d'un devis qui a été fourni par le patient. OK. Là? Je mettrais un bémol quand même. Oui. Souvent, toutes les démarches, c'est un parcours du combattant. Oui. Voilà, toutes les démarches, c'est un parcours du combattant. Je vais donner un exemple. L'exemple de Natou que nous avons sur mon groupe, que certains doivent connaître. Elle a eu un mal fou à faire une demande pour un fauteuil roulant électrique pouvant rouler dehors. Parce que le sien, au bout de 2 ans, avait explosé, était hors d'usage, et il ne voulait pas lui en refaire un autre. Il a fallu faire plusieurs demandes pour l'obtenir, alors que pour elle, c'était essentiel pour sortir. Okay. Voilà. Okay. Nous, on est le roi des papiers. Ouais, je pense que les papiers administratifs, c'est dans tous les pays. Peu importe. Du moment qu'il faut payer quelque chose, voilà, je pense que tous les gouvernements et tous les organismes d'État demandent à remplir des papiers, à des justificatifs, que ce soit des assurances, que ce soit des sécurités sociales chez nous, il y a des papiers partout à faire. Moi j'aimerais rajouter un petit peu de l'huile sur le feu. C'est qu'au gouvernement, ici, on se bat même pour se faire soigner. Fait que c'est pas drôle, là, tu sais. Ça fait dur, le système de santé, je vous le dis, là, c'est vraiment pas drôle. Maxime, lève la main, vas-y. On porte bien le nom de... Il faut très bien porter le nom de patient. C'est vraiment, c'est littéral comme expression. Mais en tout cas, c'est peut-être mon expérience personnelle, vu plusieurs diagnostics que j'ai reçus suite à plusieurs neurologues, il faut quand même être patient pour recevoir le fauteuil motorisé. Ça m'a pris 1 an avant de le recevoir. Puis, mais dans le fond, je l'ai quand même reçu. Puis, à part l'attente d'1 an pour le recevoir, ça a quand même bien été, je pense. Là. Mais, comme tu dis, il faut être patient. Oui. Il faut être patient. 1 an, c'est long quand tu es malade, que tu as besoin de produits, puis que tu es là. C'est qui parle? Qui attend, c'est le malade. C'est ça. Hein? Mais comme je te disais, Gilles, l'autre jour, c'est un peu comme lorsque tu vas à la chasse à l'arc, puis tu veux tirer sur un lapin qui est en mouvement. Il ne faut pas que tu tires directement sur le lapin, il faut que tu tires beaucoup plus en avant. Fait que c'est la même chose. C'est mieux de demander les choses beaucoup plus en avance, puis pas uniquement les demander lorsque tu en as besoin, parce que là, tu te fais comme prendre les culottes à terre. Oui, puis il faut gérer. Moi, je pense qu'en tant que patient, en tout cas ici au Québec, là, moi, en tout cas, je suis le même. C'est peut-être parce que je suis un peu trop intense, mais en tout cas, moi, je vois mes trucs. Tu sais, je m'assure de les rendez-vous. Je m'assure, ils font-tu le bon rendez-vous? Ils font-tu la bonne prise de sang? Ça va-tu au bon endroit? Écoute, récemment, j'avais 2 prises de sang, un microbiologiste, un urologue. Les 2, il y avait une affaire qui était pareille. Fait que chez eux autres, j'ai dit, faites juste une prise de sang puis mixez ça pour les 2 docteurs, ça va faire le job. Ben écoute, il a réussi à oublier la prise de sang pour la microbiologiste pour l'infection. Fait qu'ils ont réussi à... Demande-moi pas pourquoi ils ont oublié ça.
Fait que c'est comme tu te dis, voyons donc, ces autres, c'est moi qui s'occupe de ça, là, qui leur dit, oubliez pas, faites-les pour les 2 médecins, là, tu sais, en tout cas. Ça n'a pas été fait. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Maxime, encore un mot? Est-ce qu'ils viennent à domicile pour toi, les prises de sang? Oui. OK, c'est bon. Oui. Chanceux. Ouais, J'aime toujours quand on nous dit qu'on est chanceux, nous autres. Ouais. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait dit ça. Il dit, t'es chanceux, tu as ça à domicile, t'es médecin à domicile. Ben oui, je changerais ça pour tout dehors au monde. Ouais. Moi, je ne peux pas avoir ça. Brigitte, je ne sais pas s'il y a un problème, mais tu t'es éteint puis tu as changé de côté puis tu es redevenu debout. Je ne sais pas si tu es capable de faire ça. Vous n'êtes pas capable, ce n'est pas grave. Fait qu'écoutez, je vais passer à une autre question parce qu'on a parlé des choses. Je vais aller dans une question. On va aller dans une question de Brigitte Gagné, OK? Juste une petite chose avant. Dans le fond, on est pas mal tous au Québec, ceux qui sont du Québec, mais je pense qu'on est très chanceux comparativement à quelqu'un qui pourrait être dans le restant, qui n'ont pas la carte soleil, mettons, qui n'ont pas la RAMQ pour rembourser les choses. Je pense que j'avais vu un reportage d'un jeune homme qu'il fallait qu'il fasse adapter sa minivan. Ça coûtait 80 000 $, puis il n'y avait pas d'assurance, le jeune homme. Tandis qu'au Québec, on est quand même chanceux d'avoir la RAMQ. Mais nous autres, moi, en tout cas, ce que j'ai entendu dire sur les véhicules ici au Québec, c'est qu'en Amérique du Nord, ça veut dire les États-Unis au complet, le Canada au complet, il y a juste au Québec qu'on a droit aux véhicules adaptés complets. Ouais. OK? Fait que ça, c'est rare. Et c'est de là que nos chars vieux trucks, ils prennent de la valeur, autrement dit, parce que quand on vient pour les revendre, il y a beaucoup de monde qui veut avoir un véhicule adapté. Fait que c'est ça. Allez, je vais aller chercher mon autre question. J'en ai une ici. Avez-vous un organisme... Attendez une seconde. Comment sont les transports publics pour les personnes à mobilité réduite? C'est une question lancée à l'Europe. Alors, levez la main, celui qui veut parler le premier. Vous avez votre petite main en bas s'il y a de quoi. Allez. Ah, bon, OK. Transport adapté. Ici, pour avoir un transport adapté, en fin de compte, il faut passer par un médecin qui te fait une prescription pour aller chez un autre médecin. En ce qui concerne le transport adapté pour le loisir, dans certaines villes, il existe quand même des petits, comme par exemple chez moi, il existe ce qu'on appelle Mobile Azur. Il faut faire un dossier en donnant précisément l'adresse où tu dois aller, à quel lieu et à quelle heure, et précisément ces adresses et rien d'autre. Donc, c'est ridicule. Vous avez aussi le problème que je ne sais pas si vous, ça vous a déjà arrivé, exemple, prendre un transport pour aller à l'hôpital, puis il te demande à quelle heure tu vas sortir. C'est parce que quand on rentre à l'hôpital, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort. Vous arrivez-tu, vous autres, de votre côté en Europe? Ben, moi, pour ça, je n'ai pas de problème, puisque j'ai mon ambulancière qui s'organise. Si elle termine son service, parce qu'il termine tôt, elle passe, si tu veux, mon dossier à un collègue qui viendra me récupérer. OK. Voilà. Pascal, nous autres, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est le transport adapté. C'est le transport régulier, les autobus régulières. C'est la même société, la société de transport de Laval. Il y a la société de transport, il y a une partie qui est pour le transport adapté. Et ce sont des petits autobus qui font partie de la société de transport et des taxis. Donc, on appelle. Mais admettons que je veux aller à l'hôpital le demain matin, j'appelle la veille, ils viennent me récupérer entre telle heure et telle heure, et le retour, c'est sur appel. Alors, quand j'ai terminé à l'hôpital, j'appelle, puis ils viennent me récupérer, puis ils me ramènent à la maison. Donc, on est très chanceux à ce niveau-là, et on n'a pas de limitation d'endroit qu'on doit aller. On doit aller soit dans les centres hospitaliers, ou admettons que je décide d'aller jouer au quai, ben là, ils vont venir me porter, ils vont venir me rechercher. Donc, on est chanceux. Puis c'est le coût, c'est des billets, on a des passes mensuelles et on a des billets pour ceux qui veulent le faire, ou les sous directement. Fait que, vraiment, on est
si on parle de sous, là, je pense que ça coûte à peu près comme 5 pour faire c'est pas cher, là, on ne paye pas cher. Non, mais c'est 5 aller-retour. Moi, personnellement, madame est plus en forme que moi, ça c'est sûr, mais moi, j'ai pris le transport adapté, puis un gars en chaise roulante, je trouve que les autobus ne sont pas up-to-date, ça veut dire en français, ils ne sont pas de mise à jour, si on veut, là, et ça bardasse, là, c'est pas. Oui, c'est inconfortable pour les malades. Non, c'est inconfortable, mais au moins, on peut se rendre à nos rendez-vous. Je sais, mais je trouve, ce que je veux dire, c'est que je trouve que les gens, ils sont comme, on est encore pris en adage, je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a beau parler, mais tu sais, on est en dernier. On ne va pas dire, ben écoute, on va mettre un autobus up-to-date pour les malades, ils font pitié. Non, ils s'en foutent, là, tu sais, il y a un boss pour les traîner qui ferme leur boîte. Maxime, vas-y, je t'écoute. Brigitte, comparait, mettons, Laval, puis moi, je suis en région, en petite région, surtout qu'on pourrait dire. Oui. Ben, ça nous ampute de la spontanéité. On peut pas. C'est 48 heures, nous autres, il faut qu'on appelle d'avance pour réserver notre. La fin de semaine, ça termine à 5 heures. Fait que là, mettons, c'est quand même beaucoup contraignant. Puis là, il y a la période d'hiver qui va s'en venir. Mais ce que j'aime beaucoup à Shawi, c'est que presque tous les autobus de ville régulières, ils ont la plateforme qui se déploie. Puis je peux rentrer avec mon gros fauteuil motorisé. Fait que je fais juste. Fait que là, j'ai recommencé à aller au cégep quelques cours par semaine. Puis ça me permet d'avoir un peu plus de spontanéité, de décider, je vais juste prendre le voyagement 1 heure plus tard, puis je vais arriver à la maison pareil. Fait que ça permet parce que sinon, c'est parfait aussi le transport adapté, d'avoir une bus dans laquelle je suis attaché, mais c'est plus de prévoir beaucoup plus d'avance. Pascal? Alors, nous, en France, comme disait Laure, on a 2 systèmes. Le système de santé pour les personnes qui ont besoin de faire des soins, d'avoir un médecin, d'aller à des rendez-vous. On a un bulletin de transport qu'on demande, en fin de compte, à... Ça me donne une question, vite. Est-ce que c'est à 2 vitesses? Parce que tu as dit, on a 2 services. J'ai dit, est-il à 2 vitesses, votre service? Privé et public? Oui, mais je veux dire vite ou pas vite. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, Pascal. Oui, parce qu'en fin de compte, le système pour les soins et les rendez-vous, nous, c'est un bulletin et on s'organise avec des organismes de transport qui sont adaptés. Et voilà, ils viennent chercher le patient, qui soit à mobilité réduite ou absolument pas de patho particulière. Du moment qu'il a son bulletin de transport, il y a un véhicule qui va l'emmener là où il a besoin d'aller et qui va le ramener après chez lui. Après, la deuxième chose, c'est ce que disait, c'est les loisirs. Donc, les systèmes de transport à Paris sont plus ou moins adaptés. Tous les bus sont équipés de plateformes, comme disait Maxime, mais au moment où ils s'arrêtent, la plateforme, elle est utile ou elle n'est pas utile derrière. Ou alors, c'est un plongeoir. Tu te mets sur la plateforme, tu sautes et puis tu vas plonger pour rentrer ou sortir du bus. Voilà. On a quand même le train où on peut être accompagné pour prendre le train, l'avion où on peut être accompagné aussi pour monter dans l'avion. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites dans les transports, en tout cas. Maintenant, ça, les frais, les coûts, c'est bas. Les frais monétaires. En général, on n'a pas de coûts particuliers parce que même pour les coûts pour les soins, les bulletins de transport sont gratuits. On ne paye rien pour ça. Okay. Là, j'ai vu, là, Maxime a trouvé la main facilement. Laure, si jamais tu veux lever la main, tu as une petite main en bas. Ben, juste ta main, c'est beau, mais ça serait mieux la petite main. Maxime va prendre le relais, mais vous avez des petites mains en bas, juste la lever, puis je vais vous donner la parole. Alors, Maxime, vas-y, continue. Dans le fond, ma question est pour Pascal. Est-ce que le réseau cyclable, c'est quelque chose que tu peux avoir? Est-ce qu'on peut l'utiliser en gros fauteuil motorisé, je peux dire?
Parce que si, admettons, lorsqu'il y a une piste cyclable au Québec, j'apprécie parce que je peux passer une journée qui fait beau. C'est plus facile de me rendre à mes places, même sur mon pouvoir. Oui, tu peux avoir sans aucun problème derrière ce type de déplacement. Ça m'arrive de temps en temps. Oui, il n'y a pas de souci. OK, c'est bon. Alors, pour finir la discussion qui a commencé Pascal sur le transport loisir, c'est-à-dire que tu as le bus qui est censé sortir la plateforme. Alors, tu as deux options. Soit le bus, il n'a pas envie de sortir la plateforme, donc il t'ignore complètement. Soit tu as l'arrêt qui n'est pas adapté pour le bus à plateforme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas surélevé le trottoir. Et tu as quand même une troisième option où le bus est plein et les gens, eh ben, ils font la gueule quand ils te voient arriver avec un déambulateur ou un fauteuil roulant, comme si tu allais leur prendre leur vie presque. Vous n'êtes pas bien accueillis, autrement dit. C'est compliqué. L'acceptation, malgré tout, c'est là que tu vois que l'acceptation de l'handicap est toujours compliquée. Et finalement, même avec un sourire, même excusez-moi, je ne vous écrase pas les pieds, c'est quand même compliqué. Voilà. Okay. C'est le ressenti de tout le monde. Il n'y a personne qui lève la main, là, c'est beau. Fait qu'on va passer à une autre question. C'est bon. OK, on va aller à une autre question. On va aller fouiller les questions. Mon Dieu, non, pas celle-là. Je vous ai appelé mon Dieu, là, mais inquiétez-vous pas. Là. Je vais vous appeler par votre nom. Là. Je sais que Dieu, c'est pas que nous autres aujourd'hui. Quelles seraient des choses à améliorer? Le fait d'avoir accès à des médecins à domicile aide et leur de pousser. OK, avez-vous des aides de docteurs qui viennent à domicile? Non, maintenant, non. Non, maintenant, ils ne viennent plus à domicile. Voilà. C'est difficile, oui. Voilà, okay. ils font les 35 heures, c'est terminé. Alors, que tu sois bien malade ou pas, faut que tu te rendes à l'hôpital, autrement dit, si tu as besoin d'aide urgente ou de problème. Alors, c'est là toute la difficulté en France. En France, on a un système médical qui est un peu compliqué, qui est devenu compliqué derrière, où les médecins, ils estiment aujourd'hui qu'ils ont des congés, ils ont des 35 heures à respecter, et voilà. Donc, du coup, quand tu as une poussée, il ne faut surtout pas l'avoir le week-end, parce que c'est là qui est le plus compliqué. Parce que on va te dire, il faut aller aux urgences. Et puis aux urgences, on va te dire, attendez, prenez un aspirine et puis ça se passera bien. Vous attendrez lundi pour avoir un rendez-vous avec votre neurologue. Voilà. Ça, c'est tellement drôle ce que tu dis parce que ça, c'est vrai. Écoute, ici au Québec, là, moi, je vais être pire que toi parce que la fin de semaine, oui, tu n'as pas le droit d'être malade. Même pas à part d'être en train de crever, ils vont te soigner, sinon, oublie ça. Deuxième chose, nous autres, on a de l'aide à domicile, mais le lundi et le vendredi, mettons que c'est une journée de congé de prédilection pour les gens qui nous aident. Fait que ça veut dire que le vendredi, tu le perds souvent parce qu'il manque d'employés. Ils vont dire, écoute, je ne peux pas t'aider aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'employés. Là, tu tombes samedi, dimanche. Fait que là, tu es comme 3 jours privés. Puis tu es rendu au lundi qu'encore là, il manque des employés. Fait que finalement, on n'est pas vraiment… Tu as quasiment 4 jours semaine que ça ne va pas terrible au niveau dans le réseau de la santé. Non, nous, en fin de compte, en France, on a sur 21 régions, en gros, 21 régions, on a des réseaux CEP. En fin de compte, c'est des réseaux qui sont financés par l'État, multidisciplinaires, où les gens ont un interlocuteur qui peut être disponible. Généralement, c'est une infirmière qui peut aider et trouver des aides à contacter un neurologue, à contacter des personnes médicales. Mais il est très difficile, en fin de compte, si on a une poussée, de contacter son neurologue, même son médecin traitant est compliqué à joindre dans la vie. Donc voilà. Est-ce que vous avez accès courriel, exemple, avec une infirmière du neurologue, exemple? Ça dépend des neurologues, ça dépend comment il est organisé. Si c'est des neurologues qui sont à l'hôpital, il est difficile pour les gens de pouvoir les contacter.
Moi, j'ai un neurologue de ville qui est rattaché à un hôpital derrière spécialisé CEP. Et donc, je peux lui envoyer un mail. J'ai même son numéro de téléphone en direct que je peux le joindre. Alors, j'en abuse pas, hein, mais c'est compliqué. Oui, tu es chanceux en passant d'avoir le numéro de téléphone du docteur, là, ça vaut cher. Mais c'est rare. Moi, en tout cas, j'ai déjà eu un numéro de mon docteur, mais j'en abuse pas, comme tu dis. Ce n'est pas quelque chose que je vais abuser. Je vais laisser un texto, puis je vais m'excuser quasiment en le disant j'excuse de vous déranger, j'aimerais ça pouvoir, blabla. Puis ça me répond, tant mieux. Ça ne me répond pas, ben tant pis. Alors, Maxime, tu voulais pas. Question, je voulais savoir si en France, vous saviez, nous autres, on appelle ça ici avoir un médecin de famille, d'avoir comme un généraliste, dans le fond, dans le fond, non? Okay. Ouais, alors, si je vais répondre là-dessus, hein, en fin de compte, notre système de santé nous oblige d'avoir une tour de contrôle, c'est un médecin traitant, et tout doit passer par lui. Ça veut dire que quand on va aller voir un spécialiste, on doit passer par notre médecin traitant qui va nous faire une lettre de recommandation pour aller voir le spécialiste. Et aujourd'hui, beaucoup de spécialistes nous refusent l'accès s'il n'y a pas cette recommandation du médecin traitant. Et on parle d'horizon de combien de temps pour que tu puisses avoir un rendez-vous avec ton médecin tour de contrôle? C'est rapide. En 24-48 heures, j'ai un rendez-vous. Les médecins traitants sont très accessibles derrière. C'est le spécialiste qui devient difficile à accepter. Ça peut aller de 3 à 6 mois. On va parler à une spécialiste. Oh my God, vous êtes bons! C'est bon, vous autres! Oh my God! Là, tu voulais ajouter de quoi? Parce que toi, tu es pas attaqué. Le médecin traitant est accessible, mais pas dans toutes les régions de la même manière. Hein, parce que chez moi, par exemple, il faut prévoir d'être malade 15 jours à l'avance pour prendre le rendez-vous. Hein? Tu prévois de faire ton petit 40 de fièvre 15 jours à l'avance, tu cales, en faisant attention que ce ne soit pas son jour de congé ou son jour où elle n'a pas envie de travailler. C'est compliqué. Donc, il y a le mail, bien sûr, mais comme toi, des fois, elle oublie de répondre. Là, j'avais demandé, par exemple, une ordonnance pour faire une analyse de sang précise, puisque j'avais rendez-vous avec un endocrinologue hier. L'ordonnance, je l'attends encore. Le rendez-vous est passé, tu vois. Voilà. À Nice, qui est pourtant la 5e ville de France, hein, on n'est pas le trou du bout du monde, hein, on devient presque un désert médical. Plus le temps passe, plus c'est difficile d'avoir un médecin traitant. Et on appelle ça ici un médecin référent, d'ailleurs. Alors, toi, je vais amener une question. Je sais que j'ai des gens qui ont levé la main, je vais revenir à vous autres. Mais là, ma question, toi, tu demeures à Côte d'Azur, hein, je pense, c'est ça. Moi, ma question, c'est que Côte d'Azur, c'est riche, là, tu sais. Est-ce que ça veut dire que les riches sont avantagés chez vous? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que tu en penses? Riche, oui, riche parce que tu as de très belles villas. Tu as beaucoup la jet set qui vient, mais elle n'est pas plus riche que ça pour ses hôpitaux. Les hôpitaux, là, ici, on a fait un nouvel hôpital qu'on appelle Pasteur 2. Il tombe déjà en décrépitude. Ça fait pas longtemps qu'il a été construit, là. Ça fait pas longtemps qu'il a été construit. Il y a des malfaçons de tous les côtés. Il manque du personnel comme de partout. La saison d'été, n'en parlons pas. Hein. Alors, la saison d'été, il faut éviter de faire un AVC, de faire quoi que ce soit, éviter. Il ne faut pas être malade. Ça, c'est clair, net et précis. C'est des vacances, madame. Voilà. C'est des vacances. Éviter aussi les saisons. Quand on approche de Noël, terminé. Non. Alors, pour compléter un peu ce que dit Laure, derrière, il faut séparer ce qui est le service public et les professions libérales. Le service public, effectivement, est difficile en France et il y a des déserts médicaux. Bon, Nice n'est pas forcément un désert médical, mais il y a des manques de soignants, il y a des manques de professionnels dans le service public derrière. Par contre,
tous les professionnels, je dirais, libéraux qui sont des spécialistes et ainsi de suite, ils aiment bien aller dans le sud de la France parce qu'il fait chaud derrière. Voilà, et donc ils sont accessibles. Mais le problème, ils sont accessibles en secteur 2. Chez nous, secteur 2, ça veut dire qu'on doit payer en plus la consultation avec ce spécialiste puisqu'il y a un remboursement de notre sécurité sociale, mais en plus, il y a un surcoût supplémentaire puisque c'est un spécialiste libéral. Voilà. Okay. Là, j'ai 3 mains levées, fait que je vais en choisir un. Brigitte n'a pas parlé souvent, on va aller Brigitte. Puis... Mais ce que je voulais dire, c'est que l'accès, comme tantôt, vous parliez de 24 à 48 heures pour un médecin, notre médecin de famille. Moi, il faut que je m'y prenne 2 mois avant. Puis, oui, puis j'ai été en attente pour un spécialiste de la douleur 2 ans. 2 ans. Oui. Fait que nous, les spécialistes, là, avoir accès à un neurologue pour un premier rendez-vous, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans même. Fait que c'est fou, là. Oui. Puis, par contre, pour avoir accès à mon neurologue, j'ai, comme vous avez dit, une infirmière qui est le pivot. Je rentre avec elle, je lui explique mes symptômes, blablabla, je suis engourdie, Puis là, elle va me revenir dans la semaine. Mais je dois appeler. J'ai 3 jours dans la semaine pour appeler. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Le mardi, jeudi, je ne travaille pas. Fait que... Là, c'est pas malade ces jours-là. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai déjà oublié. Ça fait partie de la maladie. Attends, ça va venir. On était toujours dans les... On est toujours dans les affaires de médecins. On est toujours dans les docteurs. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est d'aller me faire soigner à l'étranger. Je vais me faire soigner à Monaco. C'est pas un étranger très très loin de Nice. C'est pas un étranger très très loin. Monaco, c'est un tout petit truc de 2 km² où il y a un centre hospitalier, le SMPH Princesse Grasse, où il y a les meilleurs spécialistes qui ont été débauchés d'ailleurs à grands frais, et je vais me faire soigner là-bas, puis c'est tout. Le neurologue, le rhumatologue, je vais tout là-bas. Alors, c'est gratuit ou vous devez payer? Ah, tout à fait, c'est pris en charge. Mais il faut faire attention parce que pas toutes les mutuelles, parce que nous, on a le système de santé de la sécurité sociale complété par la mutuelle. Une mutuelle que nous devons payer. Et toutes les mutuelles ne prennent pas forcément en charge quand on va à l'étranger, entre guillemets, puisque Monaco est une principauté. Et là, donc, moi, en l'occurrence, la mienne marche bien. Et à chaque fois que j'ai besoin de soins, ben, je vais là-bas, ce que je dis. Parce que, au moins, vous avez trouvé une solution. C'est bon. Ben, j'ai trouvé une solution parce qu'à Pasteur, ils ne font plus de suivi neurologique. Il faut passer par le privé. Et le privé, il y a les honoraires libres. Pour donner un ordre d'idée, en 2014, la dernière fois que j'ai vu mon neurologue privé, il me prenait 100 € la visite. Oh, wow. OK. 100 € la visite. C'est pas, hein, c'est plus que nous. Et à l'époque, la visite spécialiste était remboursée à 27 €. OK. On faisait pas d'argent avec ça. Hey, ça m'a amené une question parce qu'on a parlé d'hôpitaux et tout ça. Puis nous autres, nos hôpitaux, je vais vous dire, madame, à part un hôpital qu'ils ont construit en 10 ans, je ne sais pas trop, ça a pris l'affaire, le CHUM à Montréal. Ils ont fait un building, c'est immense, c'est gros, puis c'est même pas plein, il n'y a pas de monde là. Puis le restant de nos hôpitaux, écoute, moi je vous dis, c'est quasiment des hôpitaux de la guerre. C'est pas compliqué. Nous autres, là, 4 dans une chambre, je ne sais pas si vous vivez ça, vous autres aussi, de votre bord en Europe. C'est une question qui n'est pas écrite, mais je la pose. Comment ça se passe dans les hôpitaux? Est-ce qu'on est... Parce que moi, je trouve ça épouvantable d'être mixé 4, 5 ou 6 des fois dans une chambre. Une personne de 90 ans, une de 23 ans, moi de 60 ans, il y a toutes sortes d'âges, ça n'a aucun bon sens. On est tous mixés ensemble, ça tousse, ça rote, ça pète, ça fait tout le temps, puis on est tous ensemble. Je ne comprends pas ça. Puis là, après ça, vous avez, toi, tu dors,
Puis si dans la nuit, le voisin, il fait un arrêt ou whatever, il allume les lumières, il y a une équipe de soins qui arrive. C'est pas important que tu dormes, là, il rentre. C'est-tu de même chez vous? Alors, je pense que je peux répondre. Oui, vas-y, Laure. Alors ici, en France, en principe, on a des chambres de 2 maintenant. On a eu les chambres, les grandes chambres avec 4, 6, des fois 8 personnes. J'ai connu, parce que moi, j'étais allé voir mon père hospitalisé 30 ans en arrière, ça existait encore. Maintenant, c'est des chambres de 2. Depuis qu'il y a eu le Covid, les chambres sont individuelles. Est-ce qu'ils vont réussir à garder ce rythme-là individuel ou vont revenir à 2? À mon avis, ils vont revenir à 2 jusqu'à ce que le Covid reparte, ce qui ne va pas tarder. Voilà. Mais d'un autre côté, ça prolonge, si tu veux, l'attente si tu dois rentrer dans un service. Moi, après le décès de ma mère, j'ai fait un diabète fulgurant. Il m'a fallu quand même 8 jours pour pouvoir rentrer à l'hôpital et c'était très, 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 très important parce que j'avais 6 grammes dans le sang de sucre et j'ai perdu mes yeux là. Il me reste 2 dixièmes à un œil et puis presque rien à l'autre. C'est à cause du diabète ou de la sclérose en plaques? C'est un mixte, à mon avis. Hein. C'est un mix. C'est-à-dire que la sclérose en plaques avait déjà abîmé mes yeux et le diabète me les a presque achevés. Je suis pas aveugle, j'y vois quand même, mais je suis plus très loin. C'est-à-dire que là, j'ai intérêt de faire attention. Je suis sous insuline. OK. Et suivi sous insuline. Mais il m'a quand même, tu vois, attendre 8 jours pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Alors qu'en théorie, il aurait fallu pouvoir y avoir accès dans les heures qui suivaient. Et c'est ça m'amène aussi à une question en jasant de même, là, puis vous me parlez de ça. Est-ce que des fois, on ne crée pas les problèmes? Autrement dit, le fait qu'elle ait une attente, elle, moi, ou peu importe de notre groupe, on est là, puis on doit attendre parce que là, ben écoute, c'est la fin de semaine, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis toi, tu es là, tu souffres, puis il ne te donne rien. Puis moi, j'ai été souvent avec des infections urinaires, puis je faisais une petite affaire de fièvre, puis je disais, ben tu peux-tu me donner des Tylenol? Ah non, tant que vous n'avez pas vu le médecin, on ne peut pas. Mais si tu attends le médecin pendant 10 heures, là, c'est long, ta barouette, pas avoir le droit de prendre 2 Tylenol, je trouve ça incroyable. Est-ce que c'est des affaires que vous vivez, vous autres, avec ce genre de trucs-là en Europe? Oui, on peut avoir des attentes derrière qui sont liées à une errance médicale derrière ou même un manque de connaissances médicales pour certains. C'est vrai que quand on arrive dans un service d'urgence principalement, parce que généralement on arrive dans un service d'urgence, on tombe sur des internes qui ne sont pas forcément qualifiés. Moi, je me rappelle très bien de ma deuxième poussée, où je savais que j'étais en poussée et j'arrive aux urgences. Et la jeune fille qui était charmante, la seule chose qui l'intéressait, c'était mes varices que j'avais sur mes jambes, qui lui paraissaient importantes derrière. Alors que je lui disais, non, il faudrait qu'on m'envoie au service neurologique pour des bolus de cortisone. Et non, la seule chose qui l'intéressait, c'était mes jambes. Voilà. Mais voilà, c'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser un cas particulier à l'ensemble des choses. Par contre, je rejoins un peu ce que dit Laure. Aujourd'hui, en France, en tout cas pour répondre à ta question, Gilles, les chambres sont ou doubles ou individuelles. On n'a plus des chambres à 3 ou 4 personnes chez nous, en tout cas, c'est plutôt rare. Non, c'est bien. C'est bien. J'allais à une question que Pascal a écrite, OK? Bon, on a comparé les systèmes de santé un peu, là, ça faisait partie d'une question. La prise en charge, sécurité sociale et assurance des médicaments, OK. Bien, ça, je pense qu'on peut y répondre facilement. Nous autres, on a l'assurance médicaments presque pour tout le monde. C'est payé par le gouvernement. Bien, c'est payé. On s'entend, on paye. Là, on paye sur nos impôts à chaque année un montant de 600 quelques dollars pour les médicaments. Puis si on a une assurance privée, bien, c'est l'assurance privée qui va payer pour ça. Je ne pense pas qu'on a d'autres choses de plus que ça à rajouter, messieurs et mesdames. Oui, on paie par année, on va payer de notre poche jusqu'à concurrence de 1 200 $.
Une fois que le 1200 $ est payé de notre poche, là, on ne paye plus rien. Comme moi, mes assurances de Desjardins, quand je travaillais, j'avais des assurances. Là, ils couvrent mes médicaments à 80%. Donc, moi, je fais la différence et jusqu'à concurrence de 1200 $ après ça. Parce que moi, je prends le Gilenya comme médicament et juste le Gilenya par année, c'est un montant faramineux. Je pense que c'est au-dessus de 3000 $ par mois. Fait que je ne pourrais pas payer ça, moi. Fait que, tu sais, une chance parce que je prends tellement de médicaments. Moi-même, toute seule, c'est épouvantable. Fait qu'une chance, mais j'ai tout de même 1200 $ à payer de ma poche par année. Maxime? Oui, dans le fond, petite question, Brigitte. Désolé, j'ai un petit blanc de mémoire. Regarde, Pascal, c'est ça, souvent, ça peut coûter assez cher. J'ai été moi-même sous Gilenya durant un certain temps. Ocrevus, je pense que c'était des traitements qui revenaient à 40 000 $ par année pour la perfusion. Je sais qu'il y avait des prix qui étaient différents pour les États-Unis. Je ne sais pas si pour en France, c'est des traitements aussi qui finissent par coûter assez cher. Des fois, ils peuvent. De ce que je me souviens pour Ocrevus, j'ai un ami il avait pu être classé comme médicament d'exception, puis il n'avait pas eu à le payer cher du fait qu'il était sur la RAMQ, vu que ça y était quand même assez cher. Alors, je vais répondre enfin pour le système français, qui est très simple derrière. Si vous êtes diagnostiqué CEP, vous avez une affection longue durée qui est prise en charge par la sécurité sociale, donc on n'a rien à payer, et tous les soins, tous les traitements qui sont liés à la sclérose en plaques sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, on n'a pas de plus à payer. Alors, par contre, si on veut un spécialiste en plus avec des options supplémentaires qui ne sont pas pris en charge par cette prise en charge de la sécurité sociale, bien sûr, il faut une mutuelle, comme Laure en a parlé pour partir à Monaco. Ou si on prend un spécialiste qui est hors prix de la sécurité sociale, effectivement, là, il faut avoir une mutuelle. Mais quelqu'un qui est sclérose en plaques en France, il a l'ALD, ce qu'on appelle l'ALD, qui est une prise en charge totale, gratuite, pour l'ensemble des traitements et des médicaments. Oh, wow! Wow. Bravo! C'est très, très bien comme truc. Pascal, il y avait d'autres questions. OK, je vais aller. Les soins sont-ils différents dans l'utilisation des génériques? OK. Soins qui sont différents, mais aussi sur l'utilisation des génériques qui est plus développée au Canada. Explique ta question, Pascal. OK? Alors ça, c'est très simple. C'est que nous, en France, on a généralement les médicaments de chaque marque, Gilenya, comme a dit Brigitte, Ocrevus, Tecfidera, tous les bêta-ferrons et compagnie, ainsi de suite. Donc tout ça, pendant 10 ans, il n'y a pas de générique chez nous. Ça veut dire que quand il y a un médicament qui sort en France, pendant 10 ans, il n'est pas possible d'avoir de générique. Par contre, quand on a arrivé aux 10 ans, là, systématiquement, notre système dit maintenant, il faut prendre le générique. D'accord? Et moi, ce que j'ai constaté au Canada, c'est que dès que le générique est disponible chez vous, vous êtes presque obligé de prendre le générique. Oui, je pense que c'est vrai. Oui. Alors, c'est pour ça que je dis que le générique chez vous est plutôt utilisé que chez nous. Chez nous, il y a laissé 10 ans qui fait que pendant 10 ans, le groupe pharmaceutique qui fait son médicament principal, il va vivre là-dessus. Et à un moment donné, il se dit « Ah, je vais peut-être perdre ma licence, il va y avoir des génériques, donc je vais sortir un nouveau médicament. » Ce qui est le cas de Ocrevus ou de Tecfidera, qui dit « Tiens, je vais sortir un autre médicament avec un autre nom, j'ai changé un petit peu la formule de la molécule et j'ai à nouveau un nouveau médicament qui va me rapporter pendant 10 ans de l'argent. » Ce qui est justifié, je ne discute pas sur le Big Pharma. Je ne discute pas sur le Big Pharma. Non. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, hier, ça a donné que j'ai écouté le documentaire d'un monsieur
qui parle justement de notre association de la sclérose en plaques au Canada, la MS, blabla. Et puis, lui, ce qu'il dit surtout, c'est que, en résumé, là, je dis bien, là, parce que c'est une affaire d'une heure et demie là, quand même, mais il dit qu'on peut se soigner nous-mêmes en s'alimentant vraiment mieux, en faisant de l'exercice, en faisant, etc. Puis il trouve qu'on promouvoit beaucoup les Ocrevus, puis les ci, puis les ça. Puis ils n'ont pas comme, dans ce que lui dit, c'est qu'il n'y a pas de preuve extraordinaire que ça fait des effets positifs pour la sclérose. Ceux qui en prennent, comme Maxime en prend peut-être répondre à ça. Est-ce que ça a changé ta vie, toi, de prendre un médicament comme ça, Ocrevus ou whatever? Moi, dans le fond, Ocrevus, ça a été un des derniers traitements uniquement de sclérose en plaques que j'ai eu. J'ai pas eu, j'avais pas l'impression que ça l'empêchait la dégradation. Justement, c'est à ce moment-là que le fauteuil roulant manuel puis motorisé par la suite est arrivé. Mais à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était plus uniquement seulement de la sclérose en plaques. Donc là, ils m'ont envoyé voir un deuxième neurologue un peu plus spécialisé. Puis ils ont découvert une autre maladie. Par la suite, j'ai fait de la chimiothérapie. Pas de la chimio comme la plupart de monde font pour le cancer. Okay. Mais ils ont réussi à trouver une petite formule qui a l'air de fonctionner. Mais en prenant ces traitements-là tout de suite, ça me garantit d'avoir peut-être plus de troubles un peu plus tard dans ma vie. Ben, moi aussi, la question qui tue, là, est-ce que tu serais prêt à prendre le risque de prendre de quoi qui peut... Est-ce que tu as déjà pris le temps de lire les effets secondaires des médicaments que tu prenais? Parce que moi, j'étais un gars un peu fou, là, je check oui. Puis ça fait peur des fois. Justement, quand il n'était pas certain de ce que j'avais, il était sur le bord de me proposer c'est quoi? Bone and marrow, c'est les cellules souches. Mon neurologue, c'était soit on faisait la chimiothérapie pour ralentir l'effet de la deuxième maladie qu'on m'avait trouvée. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme prêt à ce moment-là où tu me demanderais, peut-être que j'y penserais beaucoup. Si ça m'aiderait à recourir un jour, peut-être que j'y irais, mais... Ça m'amène, Maxime, à te référer un autre documentaire ou un film, si on veut, qui s'appelle, mon Dieu, Selma Blair. Selma Blair, qui a eu des soins assez intenses de chimio et de cellules souches. Ouais. Je t'invite à regarder ça si tu as la chance. Je ne sais plus si le poste est payant. Là, tu peux l'avoir, je pense. En tout cas, bref, je te le trouverai, c'est quoi. Alors, Pascal, vas-y. Alors, tu as parlé, Gilles, principalement de l'alimentation. Moi, je parle aussi de l'activité physique derrière, qui sont un complément des traitements aujourd'hui qui peuvent accompagner et qui peuvent apporter un bien. Même, je parlerais de médecine douce ou médecine alternative, pour certains qui parlent, qui ne remplacent pas un traitement de fond, mais qui accompagnent et qui peuvent apporter un bien-être. Par contre, il y a un sujet qu'on pourrait peut-être parler, mais pas aujourd'hui peut-être, c'est l'autogreffe de cellules souches. C'est une solution, mais c'est une solution qui aujourd'hui est débattue par beaucoup de neurologues. Big Pharma, bien sûr, se met un peu dans la discussion parce qu'ils voient un peu la perte qu'ils pourraient avoir. Oui. En France, il faut savoir que pour l'autogreffe de cellules souches, c'est à peu près 25 patients aujourd'hui qui sont opérés, traités en France. Et la plupart des gens doivent partir au Mexique, en Inde ou en Russie pour entre 30 000 et 50 000, 60 000 euros pour pouvoir faire cette opération. Donc, c'est un grand sujet, un grand débat. Il y en a beaucoup qui sont contre ou avec moi sur ce débat. Ben, voilà. Il y a plein de solutions au niveau des traitements de fond, mais je pense qu'il y a un accompagnement à faire dans l'alimentation, dans l'activité physique, même psychologique. Il y a un accompagnement psychologique à avoir qui est important et qui est peut-être un peu négligé, en tout cas dans notre système derrière, parce qu'il y a peut-être des solutions qui ne coûtent pas cher et qui peuvent justement apporter un bien-être pour les patients avec des problèmes de symptômes, principalement. Oui.
Définitivement, ce que tu dis, c'est vrai. Je veux dire, les titres, le documentaire, le récent que j'ai écrit, c'est Living Proof. En français, le titre, vous le traduirez comme vous voudrez, je ne sais pas c'est quoi. Mais il n'est pas en français de toute façon, mais il est sous-titré en français si vous voulez l'écouter. Et c'est sur Prime Video. Alors, Prime Video, on peut l'avoir gratuit des fois, il y a des promotions. Je vous invite à l'écouter parce que c'est une autre vue. En tout cas, ça m'a vraiment fouetté quand j'ai écouté ça. Moi, je ne prends aucun médicament pour la sclérose en passant, là. Moi, ça fait à peu près 30 ans, j'ai la maladie. Puis, je n'ai pris au début, j'ai pris ce qu'on appelle le bêta-séron. Et puis, je suis devenu allergique. Je faisais des grosses poussées de fièvre, fait que ça allait pas bien. Instantanément, le médecin dit arrête ça. J'ai fait des essais de chimiothérapie. Probablement pas les mêmes trucs que Maxime a eu. J'ai eu ça pendant une petite période d'attente. Et puis ça non plus, ça n'a rien donné. Fait que finalement, au compte, je ne prends plus rien à part des médicaments pour les relaxants musculaires parce que je souffre de spasticité beaucoup. Puis je prends des médicaments pour aller à la toilette, puis ici, puis ça. Là. Moi, j'ai des problèmes, là, fait que c'est normal d'avoir ça. Mais oui, j'ai changé mon alimentation beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi-même. Puis hier, quand je regardais ça, puis je me disais, Colin, c'est peut-être quand même pas trop pire que ce qu'il fait. Puis c'est vraiment une bonne association. Il est rendu à 800 quelques mille abonnés. En tout cas, bref, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est vraiment bon. Puis Selma Blair aussi, ça vaut à peine d'être vu parce que Selma Blair, c'est une autre dimension. C'est une personne quand même qui a des sous, qui est un artiste, qui est un défilé de mode, etc. Elle a eu elle seule les payer, probablement. Là, je ne sais pas qu'elle a eu gratuitement, mais elle a fait les cellules souches avec une grosse truc de chimiothérapie. Ça a l'air qu'ici au Québec, il y a proche d'Ottawa qui le font. Il y a un ou deux neurologues qui font ça ici. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai une de mes amies qui est à Trois-Rivières ici qui l'a fait, le traitement de cellules souches. Puis ça n'a pas revenu à bien plus que qu'est-ce qu'elle était déjà. Tu sais, je peux pas. On pense souvent qu'on sait tout que quelque chose a plus, mais on nous a vraiment aidé ou nous a nui. Mais dans le fond, c'est qu'on n'a pas le recul pour savoir qu'on n'a pas vécu les deux, de l'avoir fait puis de ne pas l'avoir fait. Le traitement, ça a pu nous aider ou nous nuire. Peut-être bien que dans l'autre situation aurait été encore pire. Fait qu'on n'est pas vraiment la meilleure personne pour juger de notre situation. Alors, moi, ce que je remarque par rapport aux choses, je pense que Maxime et puis Gilles, tous les deux, vous êtes atteints de sclérose en plaques progressive. Il me semble. Moi, oui, sûr, mais lui, je ne le sais pas. C'était ma question, je l'ai posée à Maxime. Parce que moi, ça sonne une progressive, là, mais tu sais, c'est toi qui... Dans le fond, la seconde maladie qu'on m'a diagnostiquée, c'est une maladie qui est beaucoup plus près de la route de la soie en Europe. Puis c'est un neuro-BC pur. D'accord. Puis dans le fond, la chimiothérapie puis les traitements que je continue, c'est justement pour garder mon système immunitaire. Parce que c'est carrément lui qui m'attaquait, qui me faisait faire des embolies pulmonaires à répétition, des neutropénies à répétition. Puis qui a fait en sorte aussi que le fauteuil roulant manuel puis motorisé sont réglés. Fait que juste de maintenir mon système bas, ça a l'air d'être plus stable depuis les 2 dernières années, même si j'ai souvent l'impression d'avoir 90 ans d'un gars de 33 ans. Il n'est pas pire parce que moi, j'étais à 200 ans, fait que ça me donne une idée. Ça vous situe ce qu'il est, qui est plus jeune que moi. Ça, c'est clair. Moi, je me sens 200 ans régulier, là, mais en tout cas, bref. Mais Selma Blair, c'est un autre truc à écouter. Ça vaut à peine. Puis je pense que ça coûte 5$ s'abonner à Discovery, je pense, si je ne me trompe pas. Discovery. Anyway, ça aussi, c'est en anglais, sous-titré, si vous voulez l'écouter en français. Moi, j'écoute en anglais, là, mais quelqu'un peut l'écouter avec des sous-titres. Alors, Brigitte, tu avais un mot à ajouter? Oui. J'ai... un instant, il faut que je me remette dans mes idées. Là. On le sait, madame, comme nous autres. Non, regarde. Je l'avais oublié, ben c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai d'autres questions, madame. Je vais aller avec une question de Laure, mais c'est pas une question, c'est un texte. Fait que Laure va l'expliquer après, OK? Je vais le dire. Les appartements ou condos à handicap, par exemple, en France, une loi avait été votée pour faire obligation de toute nouvelle construction d'être adaptée et ensuite, bien sûr, ils sont revenus là-dessus.
et seulement un appartement adapté, donc toujours même problème d'accès. Laure, explique-nous tout ça, là, c'est débrouille-nous. Alors, il y avait eu une grande avancée, je crois que c'était en 2015 que ça avait été voté de mémoire, que toute nouvelle construction devait être adaptée pour l'handicap. C'est-à-dire que tous les appartements étaient capables d'accueillir des potentiels handicapés. Parce que dans l'handicap, tu n'as pas que la sclérose en plaques, tu peux venir vieux aussi et handicapé. Ils sont vite revenus là-dessus parce que les coûts, évidemment, étaient un peu plus importants. Ils sont revenus là-dessus et maintenant, à chaque nouvel immeuble qui est construit, tu as un logement pour handicapés. Un. Donc, l'accessibilité en France, c'est pas le top parfois. Et c'est général. Tu sors de chez toi, tu as les trottoirs. Quand tu arrives au croisement pour traverser, le trottoir, il n'est pas abaissé. Si tu as un fauteuil, tu plonges. Tu es comme Maxime, là, tu plonges. Si tu as, comme moi, un déambulateur, mais avec mes difficultés visuelles, c'est un petit peu à l'aveuglette, quoi. Hein. C'est-à-dire que le déambulateur, j'attends qu'il soit, pouf, descendu en bas. Je le bloque pour descendre moi, parce que je ne vois plus les reliefs. Puis il y a un danger de te blesser juste pour traverser une rue. Là, à l'heure actuelle, je pense que je ne vais plus pouvoir sortir toute seule. Il faut que mon auxiliaire de vie m'accompagne. Dites-moi, Laure, avez-vous droit, accès, comme nous, il y a les miras, auriez-vous accès à un chien pour personnes avec des troubles visuels? Non, parce que j'ai encore ma vue. Non, et puis avec un déambulateur et puis un chien, ce ne serait pas possible. Mais ça existe chez vous, les chiens? Oui, alors j'ai un chien qui est adapté à mon handicap, c'est-à-dire qu'elle s'assoit sur mon déambulateur, tu vois, ou elle marche à côté de mon déambulateur, mais elle fait 2,4 kg. C'est un chihuahua. Okay. C'est pas dangereux. En tout cas, c'est pas votre chien. C'est un chien bonheur. C'est un chien bonheur. C'est pas un chien pour le handicap. Non, pour les personnes aveugles, en France, nous avons des associations qui, en fin de compte, éduquent des chiens et c'est pris en charge par, bien sûr, notre système de sécurité sociale. Okay, c'est le même principe que nous autres. Mais c'est vraiment pour les personnes aveugles. C'est pas fait pour moi. J'en ai pas besoin. Il vaut mieux. Il faudrait vous arranger pour être aveugle, là, madame. C'est ce que ça veut dire. Alors, Gilles, tu sais, je t'aime bien, franchement, hein, mais compte tenu du nombre de pathologies que je me tape, on n'est pas encore assez handicapé. C'est une blague. Maxime, tu l'as ajouté quelque chose, toi? Dans le fond, c'est un peu par rapport à ce que Laure disait quand ils se sont rendus compte que c'était trop cher. Mais c'est comme, tu sais, mettons, du racisme, c'est de la discrimination par rapport à la couleur de peau. Mais nous autres, le terme mobiliste, c'est quelque chose pour décrire la mobilité de quelqu'un, puis c'est pas une discrimination qu'il y a envers les personnes à mobilité réduite. Je trouve ça plate qu'ils nous aient enlevé le droit parce qu'il y en a de la discrimination par rapport à notre mobilité, puis on est toujours à traîne. Ils n'acceptent jamais vraiment de nous mettre en avant du troupeau pour adapter des choses pour nous. Ça va faire, c'est juste le monde qui sont en fauteuil. Ça ne va pas, ils vont attendre, ils sont patients. Alors, comme je dis souvent, hein, on peut regarder le verre qui est vide, à moitié plein et à moitié vide derrière. Je vais prendre un exemple. Dimanche dernier, j'ai été voir une exposition sur Chagall, qui est une exposition vidéo avec des animations interactives. C'est très, très bien à faire. C'est des projections à Paris. Et la première chose qui s'est passée quand je suis arrivé, la personne m'a regardé, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez une chaise ou un fauteuil roulant ?» Comme j'ai des difficultés pour marcher,
Elle m'a proposé tout de suite voilà, une chaise ou un fauteuil roulant. Donc, j'ai pris la chaise parce que j'étais avec ma femme. Et donc, et j'en avais parlé avec mon ergonome juste 2 jours avant, où elle me dit, mais tu sais, Pascal, quand tu vas voir des expositions, parce que je me plaignais que dans les expositions, il n'y a jamais de quoi pour s'asseoir. Généralement, ils enlèvent les bancs ou les chaises derrière. Et là, elle me dit, bah, t'as qu'à demander, il y a un fauteuil roulant, peut-être quelque chose. Et là, spontanément, la personne est venue me proposer des moyens en me voyant arriver avec, j'avais des bâtons, donc j'avais mes bâtons et je me déplace un peu difficilement. Donc, elle avait remarqué, elle m'avait proposé. Donc, oui, dans certains cas, il n'y a rien, et dans d'autres cas, bah, il y a. Voilà, malheureusement, c'est du cas par cas. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est ça. On n'a plus de mots à dire, on va changer de question. Quelles seraient les choses à améliorer pour l'intégration des personnes à mobilité réduite chez vous? Je pense qu'on en a parlé un peu, là. Hein? Oui. Parce qu'ici, au Québec, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais on va en chercher un autre. La première, hein? Avez-vous les organismes communautaires comme la ASP, la Société canadienne de la sclérose en plaques? Alors, nous, on a plusieurs organismes. On a plusieurs organismes. D'abord, on a l'ARCEP. Mais l'ARCEP est une fondation qui récolte de l'argent pour pouvoir subventionner des recherches. Parce que les gens confondent recherche médicale par un laboratoire et recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, ça, ce n'est pas les laboratoires qui payent. C'est l'État, le gouvernement ou des associations comme l'ARCEP. Et l'ARCEP, justement, est là pour qu'on puisse avancer dans la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, elle est principalement utile pour faire avancer les choses et surtout permettre aux laboratoires de voir les résultats pour pouvoir imaginer des médicaments de demain. La question que je vais te poser, moi, par rapport à ça, nous autres, on a la Société de la sclérose en plaques, on le sait. Puis, comme je te dis, vu que j'ai écouté le reportage du monsieur hier de Living Proof, lui, il dit que ça a l'air plus d'un outil marketing pour vendre des médicaments. Est-ce que chez toi, les trucs qui sont faits pour la maladie, est-ce qu'on parle beaucoup de médicaments sur ces associations-là ou on s'occupe vraiment des malades? Moi, je trouve que c'est ça l'affaire, c'est que je trouve pas qu'on s'occupe des malades. Moi, gars, je t'ai insulté parce que je vais dire pourquoi. J'ai fait un podcast, OK, où je suis proche des gens. Tu le sais, Laure a été invitée, elle a passé avec moi. Toi, tu as passé avec moi. Brigitte a passé. Lui, Maxime a passé, mais il n'est pas encore en ligne. Mais tout ça pour vous dire que j'ai demandé de promouvoir mes vidéos sur l'association. Tu sais, il y a des abonnés, tu sais. C'est refusé. Pourquoi? Parce qu'on dit des noms de médicaments. Ça, c'est une des réponses que j'ai eues. On me dit « Ah, mais là, c'est parce que tu parlais des médicaments. » Mais je dis « On est des malades. C'est normal qu'on va parler de médicaments. » Tu sais. Alors, je peux expliquer pourquoi. Oui, je t'écoute. Voilà. Alors, l'explication, elle est très simple. Parce qu'il y a des associations, je vais parler de certaines. Voilà, je ne vais pas citer le nom d'associations, sinon ça va être un peu compliqué. Non. Mais les associations sont subventionnées par certains laboratoires. Que ce soit des laboratoires comme La Roche, que ce soit des laboratoires autres derrière. Et donc, ces associations ont peur que si on cite le nom de certains médicaments, ils perdent leur subvention. Ce n'est pas des subventions dans le sens où le laboratoire paye pour qu'on parle de lui. Hein. Non, mais voilà, l'association a peur de perdre un partenaire dans ses subventions parce que les adhésions des personnes, il n'y en a pas tant que ça hein, derrière. Et il faut bien avoir de l'argent pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir sensibiliser les personnes, pour pouvoir faire des événements en direct avec des médecins, avec des neurologues et autres. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle trop des médicaments. Encore en plus, je le dis, les laboratoires le précisent bien dans leur partenariat. Ils disent bien, ne parlez pas de médicaments dans vos communications. Donc, effectivement, c'est la difficulté pour toi. Mais moi, je trouve ça un peu triste parce que moi, je fais un podcast sans aucune pensée arrière. Je me fous des médicaments. Ça n'a rien rapport dans ce que je fais. Mais on me dit, ouais, mais tu sais, vous parlez des médicaments, blabla. En tout cas, bref,
c'est une bataille perdue, fait, je ne perdrai pas de temps avec eux. Là, j'ai pas besoin de ce marketing-là. Là. De toute façon, là, des gens le regardent, puis c'est ça qui est le plus important. Alors, Maxime, tu veux ajouter un mot? Oui, cette question, dans le fond, moi, ça m'est arrivé beaucoup qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé, qui me posent des questions parce qu'ils ont vu mon état quand même se dégrader rapidement. Puis, tu sais, est-ce que c'est facile d'avoir accès à ce que tu peux, aux traitements qui peuvent t'aider? Je dis ça parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il m'a demandé, j'ai vu que ton état a beaucoup dégradé. Il dit, là, ma blonde, elle commence à penser à vouloir m'acheter des couches parce que j'ai de la misère à me retenir pour me rendre jusqu'aux toilettes. Mais tu sais, là, j'ai dit, tu as beaucoup, avant d'arriver aux couches, si tu veux, tu as beaucoup d'autres situations, d'autres solutions que tu peux. Tu peux avoir des condoms urinaires, tu peux avoir de la médication pour ça. Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent vous aiguiller en France, mettons, par rapport à ça, ou même, tu sais, au niveau physique, je reçois du Botox à tous les 3 mois, je reçois des grosses doses de Botox dans tout le côté droit du corps pour justement m'aider à vivre avec ma spasticité comme Gilles. Alors, il y a le problème psychologique des gens derrière. Okay. Le problème psychologique qui fait qu'ils ne parlent pas de tous leurs symptômes aux spécialistes. Okay. On va parler des problèmes sexuels, on va parler des problèmes urinaires. C'est difficile à certaines personnes de pouvoir parler de tout ça avec son neurologue. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Pascal, je suis obligé de mettre des protections ». Je lui dis « Mais tu as été voir un spécialiste pour faire au moins un bilan urodynamique pour voir un peu si tu as besoin de médicaments ou de sondes ou de potox dans la vessie ou d'exercice même, de kiné, ça suffit. » Non. Non, il se contente de dire non, je vais prendre des protections et prier et serrer les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème dans la vie quotidienne. Et ça, c'est psychologique. Et je comprends. Et alors, peut-être des tours de table, de parole entre patients peut-être permettre de débloquer un peu tout ça. Moi, je le vois quand je discute avec les réseaux CEP qu'on a en France. Quand j'interviens, j'hésite pas à parler de mes problèmes urinaires, de mes problèmes sexuels, de tous les problèmes que justement les gens n'aiment pas à parler. J'ai une amie qui est comme moi, qui a sclérose en plaques. Elle parle sans détour des problèmes féminins de sexualité, de sensibilité à la pénétration. Voilà, et elle est ouverte. Elle peut discuter facilement de ces choses-là. Et d'un seul coup, ça permet à des gens de dire je ne suis pas seul et peut-être qu'il faut faut que je me fasse accompagner ou que je me fasse aider par un spécialiste pour pouvoir résoudre ces problèmes-là avant que, dans certains cas, mon couple s'éclate et se disloque pour des raisons qui sont des problèmes de chacun. Laure. Justement, on a abordé le sujet dans Vivre ensemble. Sur les problèmes justement intimes. Parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont rarement abordés et les neurologues ne nous en parlent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le neurologue, moins il vous en dit, mieux il se porte. C'est-à-dire qu'il évite les sujets un peu trop épineux comme les fuites urinaires, les problèmes sexuels, tout ça, ils ne nous en parlent pas. C'est à nous à faire nos recherches et à en parler entre nous. Il y a aussi un cadeau dont j'ai fait l'expérience l'année dernière, et je suis toujours sous expérience d'ailleurs, c'est quand les intestins se dérèglent avec la sclérose en plaques. C'est-à-dire que soit tout s'arrête, soit tout s'emballe. Moi, j'étais dans le deuxième cas. Donc, je suis restée pratiquement 6 mois vissée chez moi. Tu imagines où? Hein, je ne le dis pas, hein, la petite pièce individuelle. Voilà, qui est juste à côté de ma chambre, heureusement. Et à l'heure actuelle, il y aurait eu une recherche à faire. C'est-à-dire qu'il y a un examen, bon, j'ai eu droit à la coloscopie et à toutes les
les variétés de tests très agréables. Mais il y a un truc à faire pour savoir si c'est vraiment ça, c'est le souffle. C'est-à-dire que c'est un test, ils te font souffler pendant 2 ou 3 fois, mais ça ne se fait qu'à l'hôpital. Et l'hôpital est tellement débordé que je ne pourrais pas faire ce test d'ici 1 an ou 2. Donc, en attendant, je suis sous protocole d'antibiotiques tous les jours. J'ai 3 antibiotiques par jour, plus un deuxième antibiotique que je prends 10 jours dans le mois qui s'ajoute. Ça fait déjà 7-8 mois et j'ai l'ordonnance là encore pour 6 mois. Et ça, c'est… Tu prends beaucoup d'antibiotiques. Tu prends beaucoup d'antibiotiques. Je prends beaucoup de médicaments. Hein. Je prends beaucoup de médicaments. Bon, après, il y a les autres pathologies, mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans la sclérose en plaques, il y a aussi ce problème. Et ce problème, il n'y a personne qui en parle. Alors, moi, ce qu'on voit bien, hein, c'est qu'il y a un problème aussi bien du patient qui n'ose pas demander au médecin ou au spécialiste par rapport à ses symptômes, et il y a le médecin et le spécialiste qui n'osent pas aborder tous les sujets ou poser des questions sur tous les sujets aux patients. Donc, du coup, vous avez 2 personnes qui communiquent pas totalement entre eux derrière. Moi, quand j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques, j'avais déjà des troubles, un certain nombre de troubles. Mon neurologue dit oh, non, ça n'a rien à voir. Quand j'ai été diagnostiqué, 2 ans après que mon traitement de fond était stabilisé et tout allait bien, je lui ai ressorti ma liste de symptômes. Et là, d'un seul coup, il me dit ah ouais, on va faire tous les rendez-vous. Et il m'a envoyé à l'hôpital du sommeil, il m'a envoyé à l'hôpital de cognitif, il m'a envoyé pour les problèmes urinaires. J'ai fait 5-6 hôpitaux spécialisés pour les problèmes que j'avais directement, parce que d'un seul coup, il s'est réveillé en disant effectivement, c'est peut-être la sclérose en plaques et on va aller vérifier tout ça. Voilà, ça c'est le problème, mais qu'il y ait partout, hein, je pense. Hein, moi, j'ai un conseil à donner, je pense, aux gens qui utilisent les soins de neurologues et de docteurs. La meilleure affaire qu'il faut faire, c'est écrire avant notre visite les questions qu'on veut poser. Parce que quand on arrive sur les lieux, on dirait, je ne sais pas si la magie de la rencontre fait que des fois, on discute, puis on oublie des questions. Quand on a notre téléphone ou notre papier, ben, c'est marqué hey, j'ai une question pour vous, docteur. Bang, tu poses la question. Moi, c'est ce que je fais. Alors, il y a un très bon livre ou un petit carnet qui est donné par une association en France qui permet, en fin de compte, de préparer son rendez-vous avec son neurologue. Moi, ce que je raconte dans mes posts que je fais, c'est je dis aux personnes de prendre un petit carnet, comme tu dis, Gilles, et de noter déjà tous les symptômes qu'on a observés avant d'avoir le rendez-vous avec le neurologue, de noter quand est-ce qu'il commence, quelle intensité, quelle durée, quel type de symptômes, de pouvoir déjà les lister complètement, de noter toutes les questions effectivement qu'on pourrait se poser avec un neurologue et de regarder ce petit carnet qui est très utile parce que ça permet déjà de préparer ce rendez-vous avec le neurologue parce qu'un rendez-vous avec un soignant, quel qu'il soit, il doit être préparé à l'avance. Et j'ajouterais que même les gens non malades comme nous, là, ceux qui ne sont pas malades, là, je veux dire, qui ont affaire à aller voir leur médecin, devraient faire la même chose parce qu'ils ne voient pas souvent leur médecin. Puis quand ils le voient, c'est important d'avoir des questions parce que tu peux être en santé et avoir des petits problèmes. Hein? On s'entend, là, on a déjà… Oui. Ou même, j'ajouterais, parfois, on est au cognitif, on a même enregistrer le médecin et lui demander si on peut l'enregistrer avec nous. Notre technologie d'aujourd'hui, c'est facile. Puis d'enregistrer, donc on peut ne pas oublier des choses que le docteur a dit, là, tu sais. Comme ça, ben, on a notre information est tranquille à la maison, sans tout le brouhaha, ben là, on peut réécouter, là, tu sais. Tu as tout à fait raison, Brigitte. C'est une très bonne proposition. Parce que effectivement, beaucoup de gens interprètent ou parce qu'ils s'en rappellent plus ou ils n'ont pas très bien compris ce que voulait dire le neurologue. Et moi, j'ai des réponses de certains qui me disent voilà, mon neurologue m'a dit ça. J'ai dit non, tu as sûrement mal compris ou il faut peut-être que tu lui reposes la question parce que c'est peut-être une mauvaise interprétation que tu as faite.
Puis c'est important de vous dire que si vous l'enregistrez, vous devez le signifier à votre médecin. Ah oui, absolument. Tout à fait. Oui, on peut demander, poser la question et demander. C'est bon pour n'importe quoi, là. Maintenant, même on peut enregistrer des conversations téléphoniques. Donc, on a la technologie. Je pense que ça nous aide beaucoup au niveau des… En tout cas, moi, ça m'aide. Malgré que je sois de yoga. Alors, moi, j'utilise l'enregistrement pour mes réunions professionnelles. Quand je suis en réunion professionnelle, je dois faire le compte-rendu. Alors, je vous dis franchement, avec mes problèmes cognitifs, faire un compte-rendu ou de noter en même temps et participer à une réunion, pour moi, c'est impossible derrière. Donc, l'idée, c'est que je me suis fait offrir, alors je vais dire offrir, par mon entreprise un enregistreur qui me permet en fin de compte d'enregistrer les conversations. Et comme dit Brigitte, je demande l'autorisation avant à tout le monde pour les prévenir que j'ai un enregistrement et que j'enregistre, que je ne vais pas distribuer quoi que ce soit sur l'enregistrement, que ça m'est personnel et que je le garde pour moi. C'est pas libre, voilà, je ne donne pas des extraits ou quoi que ce soit. Et ça me permet de faire dans le calme, alors c'est un double travail, mais ça me permet dans le calme de faire un compte. Excusez, êtes-vous d'accord qu'on est quand même surveillé? Si on sort sur le chemin, là, il y a des caméras partout à cette heure. On est filmé partout, dans les magasins. Ils savent où ce qu'on est. On a nos téléphones et on est comme des trackers, nous autres mêmes. Tu sais, quand on entendait, ils vont nous injecter la puce pour savoir ce qu'on fait avec le COVID. Crime. Pas besoin de ça. Vous avez Facebook, puis vous donnez toutes les informations que vous êtes à telle place, à telle heure, vous allez manger à tel restaurant présentement. Je pense que c'est une joke de penser ça. On est filmé, c'est partout, c'est le même partout dans tous les pays, je crois, qui sont riches, ou en tout cas, c'est sûr qu'en Afrique, c'est peut-être pas la même affaire, là, mais je veux dire, tu sais, on est surveillé. On est surveillé. C'est ça que je veux dire. C'est d'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire dans une discussion sur les forums. D'un seul coup, il y en a un, il dit « Oui, mais Pascal, c'est un espion au solde d'un groupe pharmaceutique. » Je dis « D'où il sort ces conneries-là » tu pourrais expliquer un petit peu parce que je ne comprends pas. Et en fin de compte, il a retrouvé une photo d'une conférence à laquelle je participais comme conférencier, où il y avait écrit le nom du Big Pharma qui avait financé le truc. Et donc, il avait trouvé cette photo-là. Et donc, pour lui, c'était un espion à la solde des pharmaceutiques. Non, c'est vraiment cool. L'autre affaire, je ne sais pas si vous autres avez ça, vos messages. Nous autres, on a ça ici. Tu écoutes ton message, là, tu appelles, essaie de parler à quelqu'un, toi, ici, c'est répondeur 90%. En tout cas, le message te dit de ne pas être agressif envers l'employé. Je ne sais pas si vous avez ça, ce genre de message-là. Tu sais, ça veut dire que si tu as des propos agressifs, que tu vas te faire raccrocher la ligne au nez. C'est ça que ça veut dire. C'est fou, on a ça. Je ne sais pas si les deux autres Québécois qui sont ici là, peuvent dire qu'ils ont vécu ça. Toi, Brigitte, t'as-tu déjà arrivé? Non, mais moi, j'ai ça. Non. Ah ouais, alors on n'a pas ça au téléphone, mais par contre, on a d'afficher sur les caisses, qu'on arrive sur les caisses de la sécurité sociale, les accueils de la sécurité sociale des différents organismes. Oui, il est rappelé que le fait d'être agressif, c'est puni par la loi. Ah, tu vois. Oui, nous aussi, oui. Moi, j'ai une question. On parlait de la société. Nous, on a la Société canadienne de la sclérose en plaques, l'organisme, qui offre des activités aux gens malades, tu sais, comme le lundi, c'est les exercices avec un café rencontre. On peut se présenter là, puis on joue aux cartes, on prend un lunch ensemble et tout ça. Il y a de la… Je pense que l'Internet donne de lâcher chez Brigitte. Ouais. Mais là, je peux répondre. Oui, il existe l'Association des paralysés de France qui organise ce genre d'activité, justement. Soit la piscine, soit de la peinture sur soie. Elle organise aussi des groupes de parole que j'avais animés pendant un temps. J'ai animé des groupes de parole sur la CEP et j'ai organisé quelques conférences justement pour l'ARCEP qu'on faisait ici dans un certain contexte.
Vous le faites plus maintenant? Vous dites que vous Non, faisiez, vous le faites plus? non, je suis plus apte à faire tout ça. Et le problème de ces bénévolats, parce que c'est du bénévolat, hein, c'est qu'au bout d'un moment, tu as des employés qui sont rémunérés, si tu veux, et à partir du moment où il y a des bénévoles, ils se déchargent entièrement sur les bénévoles. Sauf que toi, en tant que bénévole, tu es également un malade. Donc, la charge devient assez lourde et tu n'en as pas la reconnaissance. Donc, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai déjà bien assez de soucis et j'avais arrêté. Alors, je vais essayer un peu de clarifier un peu les choses pour Brigitte. En fin de compte, en France, nous avons la Société française de la sclérose en plaques. Mais cet organisme est en fin de compte un organisme qui est, je dirais, une référence pour les soignants et pour les médecins, qui font des recommandations principalement pour les médecins et pour les neurologues. Voilà, ça c'est la Société française de sclérose en plaques. Après, nous avons, comme a dit Laure, on a l'Association des paralysés de France. C'est une association de patients, hein, de personnes voilà, qui ont des difficultés. On a aussi pour la sclérose en plaques des réseaux CEP qui sont financés par l'ESTA, mais aussi des associations comme la Ligue, comme l'Association française contre la sclérose en plaques, qui, eux, sont des associations de patients qui proposent des ateliers principalement autour de la sophrologie, autour d'un certain nombre de médecines douces, c'est ce que je parlais tout à l'heure, de l'alimentation, de l'activité physique. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont proposées. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à ça parce que tout le monde ne sait pas que ça existe derrière, ou ils ont peur d'adhérer à une association parce qu'il y a un abonnement à faire, ou il y a des choses particulières, ou c'est trop loin de chez eux. Voilà. Mais la technologie aujourd'hui nous a permis de faire, comme on le fait aujourd'hui tous les 5, de faire des choses en télésurveillance, voilà, vous avez compris. Je suis dans mon truc, j'ai dépassé mon heure et demie, je crois. Ben là, c'est ça, j'arrivais à ça, moi. On a fait 1h20, puis on va clore là-dessus. Donc, je vais donner comme à peu près. C'est pour ça que je suis fatiguée. Ça fait combien qu'on parle? Ah, ça fait 1h20 là, qu'on parle. Fait que là, ah, quand même, oui. Voilà. Donc, voilà, on va commencer avec Laure, un petit mot, ça prend 2 minutes, pas plus. Après ça, on passe à Pascal, puis à l'autre, puis on finit de même. Alors, Laure, dernier mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ben d'abord, ça m'a fait plaisir de participer, de voir Maxime que je n'avais jamais vu, de rencontrer Pascal, avec qui je pense que je vais communiquer pas mal parce qu'il m'a mis des posts très intéressants sur Vivre Ensemble. Oui. Et ben écoutez, à la prochaine. Merci, Laure. Pascal. Bah, écoutez, je suis heureux d'avoir d'échanger avec mes cousins derrière. Voilà. J'espère que la prochaine fois, vous allez pouvoir m'organiser une maison au fond en bois du jardin. Pas là où on fait pipi caca. On est en train de faire bouillir de la tire d'érable. Voilà, c'est ça. Absolument. OK, merci Pascal. Voyons, excuse Maxime, un dernier mot. Ben, content d'avoir rencontré tout le monde. Une première fois, c'est parfait pour connaître les gens aussi de l'autre bord de l'océan. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'aller visiter votre coin de pays. J'aimerais bien ça. Puis content de t'avoir rencontré, Brigitte. Brigitte, merci. Un dernier petit mot. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'ai aimé ça. Gilles, j'espère que tu as les coordonnées parce que j'aimerais ça écouter vos podcasts. Vous dites que, comme toi, Pascal, vous faites un podcast, j'aimerais ça aller l'écouter. Je vais en parler avec Gilles. J'imagine, Gilles, toutes les informations. Puis, je voulais vous remercier. Puis, on n'a pas pu... on a essayé de faire un tour de sujet, mais ça me serait agréable de se reprendre puis continuer nos discussions. J'aimerais ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, bye-bye. Merci.
c'est certain que Brigitte a dit le mot qui tue. Oui, on aurait pu en parler longtemps, mais je pense qu'on est tous fatigués. Je ne sais pas pourquoi. Moi, beaucoup, là, je peux vous dire, je suis très fatigué comme l'homme. On est vieux, là, nous autres, on est plus vieux que vous autres. Ben, je suis proche de toi et tout. Mais non, on n'est pas vieux. Oh, Non, on a de la sagesse. C'est ça. Écoutez, moi, je suis très heureux de vous avoir avec moi. Je pense que ça a été très agréable. Je vous remercie à vous tous de votre collaboration. Je pense qu'on a appris aux gens un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Et puis, sur ce, on va vous souhaiter une bonne continuité. On va vous souhaiter de la santé, même si ça a l'air ordinaire à dire ça à des malades, mais on va vous souhaiter une bonne récupération le mieux possible. Lâchez pas le combat. Puis, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, c'est terminé, mesdames, messieurs. Vous pouvez tous fermer vos écrans. Je vais prendre le relais, je fais mon introduction, mes choses. Je vous souhaite une excellente journée. Hey, je suis brûlé mort. Je ne sais même pas si je vais le mettre aujourd'hui en ligne. Ça va peut-être être. Ouais, toi, tu n'as pas fini de travailler. Hein? Non, concernant le sujet par rapport à la sexualité que je voulais parler d'autres fois, j'ai pas eu la chance de parler de ce que je voulais. On en discutera prochainement. Un autre podcast. Ça va. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Salut. Prenez soin de vous tous. Merci, au revoir. Bye bye. Merci, bye. Bien, écoutez, ça a été toute une rencontre avec l'Europe, nos invités, avec Pascal, avec Laure. Ce fut vraiment merveilleux. Il y avait aussi Maxime, Brigitte Gagné. Alors, on a parlé de tout. On a essayé de toucher un peu à tout. Puis j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous invite toujours à mettre le petit pouce en l'air, de dire merci. Ça nous encourage. C'est juste ça, c'est le fun. Puis en même temps, partager. C'est toujours ça le but, c'est de le faire voir à le plus de monde possible. Et voir d'autres horizons de la maladie, d'autres endroits, qu'est-ce qui se passe. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.